Monsieur Alain Sorel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Ce que je disais, j'ai expliqué un petit peu votre parcours brièvement, mais je crois que l'essentiel, c'est à vous de nous le dire. Quand je vous ai au téléphone et quand je vous ai sollicité, je souhaitais vous avoir donc dans cette émission pour avoir votre regard sur la scène politique nationale et internationale. Donc c'est une interview. Donc on va d'abord essayer de connaître faire connaître auprès de nos éditeurs donc Alain Sorel. C'est le phénomène Alain Sorel. C'est qui? C'est pourquoi Alain Sorel. Je disais tout à l'heure aussi, c'est tel un boxeur, donc il donne des coups, il en reçoit aujourd'hui, mais il assume, mais donc il pratique un sport politique aussi, puisque aux dernières nouvelles, Alain Sorel donc s'engage avec, et ça c'est une information qui a été révélée par Mediapart pour la création d'un parti politique. Donc vous allez nous dire aussi le pourquoi des choses, mais surtout, avant d'aborder les questions internationales, géopolitiques, puisque vous avez fait des voyages en Syrie aussi, et donc j'aimerais avoir ce regard-là politique, pas uniquement en France, vos analyses, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, c'est quoi le printemps arabe, aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire des printemps arabes, pourquoi ce positionnement de la France. Mais avant d'aborder toutes ces questions, j'ai une question simple à vous poser, avant d'aborder notre entretien. 5 mois avant la fin de la guerre d'Algérie, le 17 octobre 61, Paris a été le lieu d'un des plus grands massacres de gens de peuple de l'histoire contemporaine de l'Europe. Ce jour-là, des dizaines de milliers d'Algériens manifestent pacifiquement contre le couvre-feu qui les vise depuis le 5 octobre et la répression organisée par le préfet de la police de la Seine à l'époque, Maurice Papon. La réponse policière sera terrible. Des dizaines d'Algériens, peut-être entre 150 et 200, sont exécutés. Certains encore sont retrouvés dans la Seine. Pendant plusieurs décennies, la mémoire de cet épisode majeur de la guerre d'Algérie sera occultée. Qu'est-ce que ça rappelle pour vous cette date, monsieur Alain Sorel? Je vais être honnête, rien du tout. Je suis né en 1958, donc vous imaginez l'âge que j'avais à l'époque. Ouais. Et moi, j'ai commencé mon éveil politique, on va dire, à la fin des années 70. Donc à l'époque, c'était le règne du gauchisme. Et en même temps, disons, une crise économique qui ne s'était pas encore aggravée comme maintenant. Et franchement, cette question-là n'était absolument pas déterminante. Elle est devenue beaucoup plus déterminante quand le Parti socialiste, au milieu des années 80, s'est inquiété de la montée du Front National, qu'il avait d'ailleurs lui-même fait monter pour diviser la droite et garder le pouvoir tout en étant minoritaire, et qu'en même temps qu'il faisait monter Le Pen d'un côté, il le diabolisait auprès, je dirais, de la jeunesse immigrée, en ressassant systématiquement le contentieux de la guerre d'Algérie et en fait de ce qu'on appelle la douloureuse décolonisation. Voilà. Et donc je crois que c'est plutôt quand on veut essayer d'aller comme moi vers la réconciliation nationale et vers l'avenir, c'est un peu comme ça qu'il faut voir l'agitation de ces événements qui sont systématiquement ressassés par les mêmes et qui ressemblent beaucoup à ce que j'appellerais une Shoah du pauvre. Vous voyez, c'est toujours le... On va aborder cette réconciliation que vous évoquez dans vos écrits. Ma question était, non pas Alain Sorel par rapport à cet événement, mais ma question elle était plus politique à un autre sens. Ça veut dire aujourd'hui, c'est 53 ans après, donc la vérité est en marche, mais cependant la France, ma question c'est celle-là qu'il fallait l'avoir de cette manière-là, au fait. La France n'a toujours pas reconnu sa responsabilité dans les guerres coloniales qu'elle a menées, en particulier la guerre d'Algérie, et non plus dans le cortège des drames et d'horreurs qu'elle a entraîné comme ce crime d'État, parce que c'est un crime d'État que constitue le 17 octobre. Donc ma question, elle est, je la reformule au fait, la responsabilité, la France n'a pas encore reconnu sa responsabilité par rapport à la guerre d'Algérie et par rapport à cet événement. Le Parti socialiste à l'époque, quand je dis le Parti socialiste, c'est François Hollande en tant que candidat. Donc il a le 17 octobre de l'année dernière. Donc il a fait un premier pas en déclarant le 17 octobre 61 des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. C'est bien, c'est un pas. Mais ce n'est pas une reconnaissance totale. Et c'est là où je voulais avoir votre avis sur la responsabilité de la France par rapport à ces crimes. Je vous dis, moi j'ai pas d'avis sur la question, j'étais pas né à l'époque. Je pense qu'il y a beaucoup trop en France de repentance et de manipulation du passé douloureux, et que tout ça
à mon avis, est quand même dans un but de diviser pour régner et de pousser les Français selon l'origine les uns contre les autres. Et on voit quand même que c'est modélisé beaucoup sur effectivement ce qui sert de modèle pour tous, qui est la Shoah et la repentance sur Vichy et les années 40. Et moi, je ne veux pas ajouter de l'eau à ce moulin-là, parce que je pense que déjà, il est très difficile pour un jeune Français qui effectivement est d'origine algérienne, mais qui est né en France et qui va faire sa vie en France et qui n'a connu que la France, comment dirais-je, de pouvoir s'épanouir comme citoyen français si on ressasse en permanence des choses du passé qui ne l'ont pas touché directement. Moi, quand je vais en Allemagne, je ne passe pas mon temps à me souvenir de la persécution qu'a subie ma famille de la part de l'Allemagne entre 40 et 45. Ma famille a été ruinée par l'Allemagne. Nous avons beaucoup souffert du fait de l'Allemagne, et pourtant, c'est pas ça que j'ai en tête quand je me rends à Berlin, par exemple, l'année dernière, parce que les gens que je croise dans Berlin n'ont rien à voir avec cette époque-là. Et je n'ai pas envie, moi, de leur demander des excuses ou ce qu'ils pensent de cette époque-là. J'estime que c'est une démarche qui nous est imposée beaucoup par la communauté juive organisée, ce que j'appelle le communautarisme victimaire, et que je pense que c'est pas un service à rendre aux jeunes Algériens d'aujourd'hui. Quand je dis jeunes Algériens, d'ailleurs, c'est déjà une erreur. C'est une erreur, exactement. C'est des Français d'origine algérienne. Oui, mais bon, de se positionner sur des contentieux qui finalement sont des contentieux pour les Algériens, c'est ça que je veux dire. Hein. Ils sont français. Donc à la limite, en tant que Français, est-ce qu'ils se sentent responsables de ce crime? Parce que finalement, ils devraient s'en sentir responsables autant que moi, ce qui est absurde. J'ai pas plus de raison qu'eux de m'en sentir responsable, vu que j'y n'étais pour rien. On sait très bien que une politique d'État est toujours une politique en partie de violence et de mensonge. On sait bien ce que c'est que la raison d'État. On se rappelle aussi du contexte de l'époque qui était assez dangereux. Et moi, je pense que c'est des périodes, j'essaye de pas trop soulever le couvercle de tout ce qui pourrait nous diviser. Et je veux dire, Hollande qui parle de ça, finalement, chaque fois qu'il peut humilier le peuple de France et comment dirais-je, l'insulter alors qu'il en est le premier représentant, il le fait. On sait que c'est quelque chose qui a été inauguré par Chirac, avec l'histoire du Veldiv, et je trouve que ça ressemble beaucoup. On a l'impression, je vous dis, que aujourd'hui en France, chaque communauté est une communauté victime de la France et doit obtenir des réparations pour la colonisation, pour la collaboration, pour la traite négrière, etc., etc. Et c'est, à mon avis, là-dessus que joue aujourd'hui un Éric Zemmour pour monter, comment dirais-je, pour faire sa popularité, parce que les Français de souche qui sont souvent d'origine ouvrière ou paysanne et qui n'ont participé à rien de tout ça et à qui on n'a jamais demandé leur avis, ils en ont marre que nos représentants légaux systématiquement prennent la parole pour nous insulter les Français. Donc forcément, ça crée une colère et un contentieux, et je pense que stratégiquement, c'est très maladroit. Je demande, moi, finalement, aux gens qui m'écoutent, de faire preuve d'intelligence politique et de comprendre dans quel contexte on est aujourd'hui, contexte de crise économique aggravée, contexte de tensions communautaires manipulées, tentative de marginalisation des Français d'origine maghrébine avec la manipulation de ce qu'on appelle l'islamisme radical. Et je pense que c'est remettre sur la table cette question finalement dont vous me parliez n'est pas stratégique, c'est une question à la limite d'historien, c'est un débat d'historien. Absolument, moi je voulais un peu avoir votre regard sur cette question-là, juste sur la responsabilité, puisque aussi... La responsabilité, c'est une chose. Je vous signale par exemple qu'un historien comme Bernard Lugan conteste la réalité de ce que vous dites. Il dit que ça n'a pas existé tel que c'est dit officiellement. Le 17 octobre 61 n'a pas existé. Il dit que les chiffres ont été terriblement grossis, etc., etc. Bon, moi, je ne connais pas la question, mais je vous dis, je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Absolument. Moi, c'était juste par votre regard là-dessus, puisque comme vous le savez, vous avez beaucoup de Français d'origine maghrébine qui vous suivent, Monsieur Alain Soral, qui vous suivent. Parce qu'ils me suivent pas parce que je les caresse dans le sens du poil comme le Parti socialiste qui les a manipulés pendant 30 ans. Oui. Moi, je n'ai pas de repentance à avoir. Je suis un Français né en 1958. J'ai 56 ans aujourd'hui. J'ai des combats qui sont très clairs, réconciliation nationale, éviter l'importation du choc de civilisation en France. Depuis 2002 et le début de la loi sur le foulard, je lutte contre la diabolisation des citoyens musulmans français. Donc j'ai un parcours. En limite, ce n'est pas à moi de parler du contentieux de la guerre d'Algérie. Je ne suis pas un pied noir. Vous demanderez ça à des gens comme Monsieur Alliot du Front National qui vient de me faire condamner au tribunal pour injure. Il faut poser la question à ceux qui se sentent concernés par cette question. Franchement, je pense qu'il faut de temps en temps savoir ne pas répondre à des questions qui ne vous concernent pas. On n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout, et je n'ai aucune légitimité pour
m'inscrire d'un côté ou de l'autre dans cette histoire. Je pense que c'est une histoire tragique, avec beaucoup de manipulation, parce que pousser des gens à manifester dans la rue, dans un pays étranger, quand on est en guerre avec le pays d'origine, c'est aussi mettre les gens en danger. Vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup de luttes internes entre les différentes factions qui combattaient pour la libération de l'Algérie par rapport à l'occupation française, qui est indéniable, et que c'est une histoire qui est beaucoup plus compliquée que l'histoire officielle, et je pense que une des grosses fragilités des jeunes Français d'origine algérienne, je vais le dire, c'est quelque part qu'on leur impose, comme nous on nous impose la Shoah, on leur impose un roman national qui, comment dirais-je, magnifie le FLN et rend l'analyse historique un peu complexe difficile. Et je pense que c'est pas un service à leur rendre. Ça les rend souvent, je dirais, colériques et émotifs, parce qu'en fait ils ont l'impression d'une, comment dirais-je, d'injustice et de violence qui finalement, comment dirais-je, ils intègrent en eux pour aujourd'hui, et ça ne les aide pas, c'est ça que je voulais dire. Et moi, franchement, cette question que vous me posez, je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, tout simplement, je vous le dis. Voilà. Très bien. Non, mais c'était un regard. Non, mais bien sûr, c'était un regard. Parce que vous faites de la politique, vous avez des idées, vous les exprimez. Oui, justement, mais moi, et vous allez créer un parti politique. Et quand on crée un parti politique. Réconciliation nationale. Voilà, la réconciliation. On y arrive à la réconciliation nationale. Alors, je disais qu'Alain Sorel, donc, débute son militantisme. On va essayer de comprendre aussi Alain Sorel, son positionnement politique. Il n'est pas assez clair pour un certain nombre d'observateurs. C'est l'occasion aussi de l'exprimer encore une fois. C'est clair pour les gens qui regardent directement mon travail, le site Égalité Réconciliation. Absolument. Et donc ça, c'est pour les auditeurs. Il est rendu moins clair par les commentateurs officiels qui ont vraiment tout intérêt à ce qu'on ne comprenne pas exactement ce que je fais. Mais ça, je pense que les jeunes qui m'écoutent, qui me suivent, ont une lucidité politique et une compréhension de ce que c'est que les médias et les médias dominants. Et je pense qu'en fait, les gens, je pense qui m'écoutent là, qu'ils soient d'ailleurs d'accord avec moi ou pas, comprennent assez bien qui je suis et ce que je fais. En réalité, il y a surtout du brouillage de la part des médias dominants. Vous voyez ? Et d'ailleurs, je voudrais faire remarquer que on vient d'annoncer dans la presse par Mediapart que j'étais en train de créer un parti politique avec Dieudonné. Nous n'avons même pas eu le temps de signer les statuts et nous étions que 4 personnes à être au courant de cette affaire. Ce qui veut dire que Mediapart, par son chef Edoui Plenel, a directement relayé des écoutes illégales et du piratage illégal des renseignements généraux. C'est ça l'ambiance française aujourd'hui, vous voyez ? C'est-à-dire que ces gens-là... Mais c'est vrai, si vous étiez 4, ça veut dire que c'est vrai. Je suis la 5e personne à avoir connu ça. Ça veut dire que ça veut dire que Mediapart se vante de relayer du piratage des renseignements généraux, c'est-à-dire des services de police d'État, ce qui est totalement illégal. Oui, mais M. Alain Sorel, vous n'êtes pas naïf quand même. Vous savez très bien que ces choses existent, que vous les dénoncez, que vous en parliez. Je suis pas naïf, je suis en train de le faire, de le dire explicitement à vos auditeurs au cas où ils ne le sauraient pas. Donc, voilà. Il est anormal qu'un journaliste comme Edoui Plenel de Mediapart se vante en fait d'avoir piraté des informations, ce qui veut dire en fait qu'on lui a simplement remis le dossier des renseignements généraux et qui se fait le diffuseur en réalité de la police et de la politique d'État, de la répression d'État. Et ça, c'est pour moi plus intéressant comme question, parce que ça touche aujourd'hui que la question que vous me posiez avant. C'est où en est la démocratie française et qu'est-ce qu'on appelle finalement la France et la République française. C'est aujourd'hui, pour moi, un régime autoritaire et policier contre lequel il faut combattre aujourd'hui. C'est le danger, c'est ça. C'est pas à la limite ce qui s'est passé dans les années 60. Ce que je voudrais, c'est que ce qui s'est passé dans les années 60 ne se reproduise pas aujourd'hui sur le territoire français. Or, avec le succès d'un Éric Zemmour aujourd'hui, c'est pas 1960 qui m'inquiète. C'est 2014-2015. Vous voyez ce que je veux dire ? La guerre civile de demain, pas la guerre civile des années 60. Vous voyez ? Voilà. Donc alors, je vais reformuler aussi ma question, parce que moi je suis parti un peu sur le positionnement, vous avez exprimé, vous l'avez dit, vous venez de le dire, de le rappeler, voilà, vous êtes clair, on peut savoir qui vous êtes, il suffit de lire et ainsi de suite. Mais moi je vais écouter M. Alain Sorel, parce que du Parti communiste à l'extrême droite, ça c'est bon, vous le niez pas, de toute façon, moi j'ai dit qu'Alain Sorel c'est quelqu'un qui assume ses positions politiques. C'est du Parti communiste à l'extrême droite d'ailleurs, je ne mets pas ce terme, c'est du Parti communiste au Front National à un moment donné précis, et je vous signale que je n'ai fait jamais qu'en tant qu'ancien intellectuel communiste que de suivre les électeurs du Parti communiste, qui eux aussi se sont tous mis à voter Front National, puisque à l'époque le Front National était à 0,73%, en 72 d'ailleurs, et il est monté aujourd'hui à 26%, et le Parti communiste qui était à 25% à l'époque est tombé à moins de 1%. Donc en réalité, comment vous expliquez ça ? Comment vous expliquez cette montée du Parti du Front National ? Je passe mon temps à l'expliquer. Je passe mon temps à l'expliquer depuis 1990 en gros, dans toutes mes interventions. Effectivement, les partis de gauche et le parti qui était le plus à gauche, qui était le Parti communiste, qui était le parti qui défendait les travailleurs, a trahi cette défense, et de plus en plus de gens
se sont rendus compte ou ont trouvé que finalement le Front National défendait plus le peuple que les partis de gauche, et notamment le Parti communiste. Et c'est par cette prise de conscience ou cette croyance, comme vous voulez, que petit à petit, les électeurs du Parti communiste progressivement se sont mis à voter Front National. Et aujourd'hui, je pense que plus personne ne peut raconter le mensonge que 26% des gens qui ont voté Front National aux européennes seraient d'extrême droite. Quand on regarde le Front National dont je ne fais plus partie, et je pourrais vous expliquer pourquoi, et c'est pour ça que je monte un parti aujourd'hui, le Front National aujourd'hui est le premier parti chez les jeunes et chez les ouvriers. Donc je ne pense pas que les ouvriers et les jeunes soient spécialement d'extrême droite. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter de mentir ou de relayer des mensonges. Voilà, le Front National n'est pas un parti d'extrême droite, c'est un parti populaire et populiste, effectivement, qui s'oppose par contre à une politique partagée par tous les autres, UMP, PS, Verts, etc., qui est une politique mondialiste, qui en fait nie les antagonismes de classe, qui fait une politique néolibérale sur le plan économique, qui fait énormément souffrir le monde du travail, et je pense que les Français d'origine immigrée font souvent partie des couches sociales en difficulté, c'est-à-dire du petit salariat, c'est indéniable. Et aujourd'hui, effectivement, le combat, c'est pas gauche-droite ou extrême-droite, c'est combattre le processus mondialiste néolibéral qui fait énormément souffrir les classes sociales travailleuses et salariées, et qui, pour cacher cette violence de droite, que je pourrais même qualifier d'extrême droite, c'est l'extrême droite bancaire, essaye en plus de créer des dissensions sur le plan ethno-confessionnel, c'est-à-dire de pousser finalement ce qu'ils appellent les Français de souche chrétiens contre les Français d'origine récente, immigrés musulmans. Et c'est ça le combat, vous voyez, le combat pour moi c'est ça. Le reste, c'est de l'enfumage. Ça me gêne quand vous dites immigrés musulmans. Il n'y a pas d'immigrés, c'est des Français d'origine. Ça me gêne quand vous utilisez... Vous dire ce que vous voulez. Oui. L'important, c'est ce que les Français croient et ce qu'ils voient. Oui, justement. Il y a des Français qui sont là depuis des siècles, des Français qui sont là depuis un siècle. Par exemple, on a des vagues migratoires d'Espagnols, de Portugais, on a des vagues migratoires de Polonais, on a des vagues migratoires, effectivement. Et la vague migratoire la plus récente historiquement, donc en ce moment, on a les Roms, par exemple, qui viennent d'Europe de l'Est. Et la vague migratoire massive la plus récente, c'est celle du regroupement familial des années 70, qui est essentiellement africaine et maghrébine. Moi, je parle pas la langue de bois et je dis la vérité telle qu'elle est. Et si vous voulez nier la réalité, vous êtes comme Monsieur Caron face à Monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour va vendre 500 000 exemplaires du livre qu'il vient d'écrire, qui est quand même, à la suite d'une analyse assez lucide de la situation française, un appel à la guerre civile contre les musulmans. C'est ça le danger. Ah oui, mais on va lui consacrer une émission à lui aussi. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai, c'est vous, Monsieur Alain Sorel. Et de la guerre d'Algérie qu'on va pouvoir lutter contre ce phénomène. Vous voyez, toutes ces catégories, extrême droite, extrême gauche, Front National, guerre d'Algérie, c'est ce qui va donner demain les pouvoirs à Zemmour et ce qu'il représente. Et c'est pas moi que ça mettra en danger. Moi, je peux toujours m'en sortir, je peux toujours me retirer du jeu ou redécouvrir finalement tardivement que je suis un Français caucasien aux yeux bleus d'origine savoyarde. Mais par contre, ça met en danger des gens qui, c'est pas parce qu'ils diront mais moi je suis Français autant que toi, que les gens verront pas sur leur faciès qu'ils sont effectivement des Français d'origine immigrée du Maghreb et de religion musulmane. Ce que vous dites ne les protégera pas. Ce qui peut les protéger demain, c'est le combat que je mène avec Dieudonné et rien d'autre. Voilà. C'est pas intéressant, moi, ce que je dis, ce qui est intéressant, c'est vous, ce que vous dites, parce que j'ai lu votre explication sur l'extrême droite, vous le dites, de toute façon, je vous cite, l'extrême droite désigne, selon vous, les néoconservateurs, les impérialistes américano-sionistes et le pouvoir bancaire international. Bon, voilà, moi j'écoute, je prends... Pardon ? C'est ça l'extrême droite. Pour moi, c'est ça l'extrême droite. C'est ça l'extrême droite. C'est-à-dire des gens qui vivent sur une vision du monde qui est une vision ultra inégalitaire et violente et qui n'ont aucun souci et aucun problème moral à exploiter les pauvres, à les envoyer à la mort pour augmenter leur qualité de vie et leur richesse. Pour moi, c'est ça l'extrême droite, c'est Wall Street, c'est l'hyperclasse telle que l'a décrit M. Attali, et c'est finalement la politique qui a été chargée de mener M. Macron, qui se retrouve aujourd'hui ministre de l'économie d'un soi-disant gouvernement socialiste, alors qu'il est directement une émanation de la banque Rothschild et des milieux d'affaires et qu'il incarne les intérêts de la finance internationale. Et c'est cette finance internationale qui provoque la plus grande violence sociale et qui, pour la cacher et la détourner, provoque en plus de la violence sociale, de la violence religieuse. C'est mon analyse, je pense qu'elle est totalement valable et c'est pour ça que je suis un peu écouté et respecté par beaucoup de gens, absolument, des jeunes issus de l'immigration musulmans. Voilà. Absolument, et ça je vous le confirme, et c'est pour ça que j'ai souhaité consacrer une émission, parce qu'on le voit ce phénomène, et on dit que même votre site, c'est, je crois, un des sites les plus visités en France ou en Europe. C'est le premier site de réinformation de France. Absolument, absolument, c'est très important, et c'est pour ça qu'on a essayé de vous comprendre, et pour essayer, voilà, et pour essayer de comprendre quelqu'un qui
qui a ce courage politique, hein, qui n'a pas la langue de bois, de toute façon, de s'intéresser à lui, et le fait de consacrer une émission, c'est pour essayer de vous comprendre. L'émission, elle ne s'adresse pas à moi. Je vous réponds. Oui. Je vous réponds et j'essaye de dire ce que absolument, je dis à travers vos absolument. questions, même si mes réponses vont au-delà de vos questions. Voilà, c'est aux auditeurs donc d'apprécier. Alors, ma seconde, c'est toujours dans le positionnement politique. Vous dites vous-même, et je vous cite encore une fois, hein, vous êtes émotionnellement de gauche et orphelin du PC et nostalgique du progressisme. Je vais essayer en deux mots de nous dire, vous êtes où politiquement, parce que demain vous allez assumer une nouvelle responsabilité politique, puisque vous aurez à créer un parti politique. Qu'est-ce que vous allez proposer comme idéologie? Si vous dénoncez tout dans votre parti politique, ce serait quoi l'idéologie? C'est quoi? Elle va s'appuyer sur quoi? Votre parti politique, elle va s'appuyer sur quoi demain? Eh ben, il y a une vision, comme toujours en politique, une vision économico-sociale, et je dirais une vision qu'on appelle sociétale, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a un positionnement à la fois sur l'économie de la France. Est-ce qu'il faut favoriser le capital, les multinationales? Par exemple, je viens de découvrir, je le savais mais c'est intéressant, que à l'occasion de la mort tragique du grand patron de Total, j'ai découvert, et je le fais partager à vos auditeurs, que Total est le premier employeur en tant qu'entreprise française et qu'il ne paye pas l'impôt de société en France. En fait, il ne le paye pas du tout, il est entièrement dans des paradis fiscaux. Ça, c'est un scandale, parce que quand on voit que les PME, les PMI, les petits artisans qui essayent de se monter aujourd'hui, les électriciens, les plombiers, dont beaucoup d'ailleurs sont issus de l'immigration maghrébine, ils sont matraqués par les charges sociales, par l'URSSAF, etc., et on les saigne comme des vaches à lait, et qu'en même temps, le plus gros employeur français Total ne paye pas l'impôt sur les sociétés en France, vous voyez. Ça, c'est un combat politique à mener, qui d'ailleurs pourrait rejoindre celui d'un Mélenchon ou même d'un Besancenot. Mais par ailleurs, le deuxième combat qu'on veut mener, c'est qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont favorables à une tension communautaire entre Français dits de souche et Français d'origine immigrée musulmans, qu'il y a une diabolisation des musulmans à travers tout ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, l'État islamique, etc., ces choses étranges, qui voient qu'on a des attentats avant-hier au Canada et hier aux États-Unis, des trucs très bizarres, et qu'il y a réellement une volonté de tension en France manipulée, à mon avis, au plus haut de l'État, et qu'il y a donc ces deux combats à mener, hein, c'est un peu les deux mamelles de notre politique, le combat de réconciliation nationale sur le plan, je dirais, ethnico-religieux, c'est-à-dire éviter le choc de civilisation et la guerre civile et la guerre de religion en France, et puis un combat social qui le rejoint d'une certaine manière, qui est rééquilibrer la politique française pour aller donner un peu plus au travail et un peu moins au capital, ce qui rejoindrait en fait la politique qui était celle de la France sous De Gaulle, ce qu'on appelle le colbertisme à la française, ce qu'on appelle la France d'économie mixte, c'est-à-dire à la fois sociale dans les grandes lignes et libérale pour tout ce qui est petit, c'est-à-dire il y a les secteurs stratégiques pilotés par l'État, comme du temps où il y avait Billancourt et les usines Renault, mais par contre on est libéral, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre pour tout ce qui est d'échelle humaine, hein, donc ce n'est ni le socialisme ni le néo-capitalisme, vous voyez. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est vrai, mes analyses économiques et mes propositions économiques rejoignent celles du Front National de Philippot. Mais par contre, sur la question du choc de civilisation, je m'éloigne totalement du Front National car je ne les trouve pas clairs sur cette question-là. Visiblement, il y a deux tendances qui s'affrontent au Front National. Et récemment, la trahison d'Achoprad, que nous avions aidé sur une ligne très claire de refus du choc de civilisation, a été retournée clairement. Monsieur Choprad, qui est le conseiller politique ou conseiller international auprès de Marine Le Pen pour les questions géopolitiques et qui vient d'être élu député européen Front National. Il était avant sur ma ligne, c'est vérifiable, hein, par tout son passé. Il contestait la version officielle du 11 septembre, il dénonçait le choc de civilisation et la manipulation que font les américano-sionistes de la question musulmane. Et aujourd'hui, il dit exactement le contraire. C'est cette perte de confiance totale dans le Front National sur cette question-là qui m'a poussé avec Dieudonné à continuer à faire un pas de plus vers la politique, c'est-à-dire à créer un parti politique, non pas pour me présenter moi d'ailleurs, hein, je le dis, Dieudonné. Dieudonné est interdit inéligible, et moi je suis condamné plusieurs fois. Donc on ne va pas se présenter nous, on va aider les gens qui veulent à nouveau faire de la politique, notamment les jeunes, à voter pour eux d'une certaine manière. On va les aider à travers ce parti qui va s'appeler Réconciliation Nationale, à s'organiser, à se structurer eux-mêmes, notamment au niveau local, plutôt que de se demander s'ils doivent faire de l'entrisme au Parti Socialiste, de l'entrisme chez les Verts, voter Front National comme certains l'avaient pu le croire à un moment donné, notamment peut-être à cause de moi. Aujourd'hui, notre slogan à nous, c'est voter pour vous-même, organisez-vous vous-même, défendez-vous vous-même et pesez par vous-même. Et c'est ça qu'on va faire demain, parce qu'on est très inquiet effectivement
du ralliement de tous les partis, on va dire, au mondialisme et au sionisme, parce que c'est une vérification qu'on peut faire pour l'UMP, le PS et les Verts, etc. Et même d'ailleurs un Mélenchon qui n'était pas clair sur cette question. Hein. Et nous, on veut vraiment. Il n'était pas clair. Là, il est parti encore sur l'écologie. Il est encore pas clair, Mélenchon. Hein. Non, mais là, il n'est pas clair. Oui, c'est ce que je dis. Et nous, on voudrait vraiment aujourd'hui aider des jeunes et des gens qui veulent faire de la politique malgré tout. Ouais. Je dirais à voter pour eux-mêmes, c'est-à-dire on va les aider à travers Réconciliation nationale à se faire élire, notamment localement, parce que moi, je crois beaucoup à la politique locale. Les gens pensent qu'à la présidentielle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pèsent aujourd'hui au niveau local dans les cités, etc., qui ont envie de s'engager en politique, qui ne trouvent aucun parti qui leur correspond, et qui ont besoin, je dirais, d'être représentés, pas d'être uniquement manipulés, qu'on leur dise pas voter, puis après ils sont trahis systématiquement. Hein. Ou alors on est encore dans l'indigénat, on leur dit votez pour celui-là, on vous donnera 2-3 petits avantages. Je voudrais vraiment à un moment donné, effectivement, que il y ait une prise de pouvoir qui correspond à la réalité sociale et sociologique. Et nous, ce qu'on veut avec Dieudonné, et la garantie c'est qu'il y a Dieudonné et moi, hein, on ne peut pas accuser Dieudonné d'extrême droite, on voudrait aider finalement une certaine jeunesse de France, des gens qui ne veulent plus du système, des gens qui ne veulent plus se faire manipuler et avoir, à être représentés par eux-mêmes. C'est ça qu'on va faire. En fait, on va aider les gens à faire de la politique. Moi et Dieudonné, on va pas se présenter, hein, tout simplement d'abord parce que on est pratiquement inéligibles tous les deux. Hein, voilà. Mais on a une notoriété, on a une connaissance et on a une organisation. On peut aider. Voilà. Et c'est ça qu'on veut faire. Hein, voilà. Le slogan, c'est presque ça, c'est voter pour vous-même et pesez vous-même, parce que finalement, on se disait, Alain Soral, quand même, il est déçu politiquement à chaque fois qu'il claque la porte d'un parti politique. Le dernier, c'était quand vous êtes présenté aux listes, vous êtes mis dans la liste européenne, vous avez claqué la porte au Front National, et même Le Pen, il disait, Alain Soral est plus fait pour l'écriture ou le showbiz que pour la politique. Donc, où il disait, donc je me suis dit, comment Alain Soral aujourd'hui, avec Dieudonné que vous avez critiqué aussi à une certaine époque, puisse critiquer à une époque, mais il y a voilà, Alain Soral, c'est ça qu'on essaie de voir. Alain Soral, c'est l'émotion politique, il est émotionnel, il voit chevènement. Disons que je ne fonctionne pas comme un homme politique normal, qui est un animal à sang-froid. Oui. Et vous savez que la politique politicienne normale, c'est mentir pratiquement tout le temps pour faire des arrangements, ne pas tout dire, etc., etc. Ça conduit au mensonge systématique. Moi, quand Choprade a trahi la promesse. Vous l'avez mal pris, j'ai vu, vous l'avez mal pris, c'est normal. Excusez-moi, dans mes valeurs à moi, la trahison, on la prend mal. Et la trahison, c'est un péché grave. Je veux dire, quelqu'un qui vous sollicite, qui organise une rencontre avec vous, il vous sollicite pour demander de l'aider à se faire élire sur une ligne qui est la vôtre. Et quand il est élu, non seulement trahit la ligne, mais vous crache à la gueule et donne des interviews dans des magazines en disant que je me suis investi d'une mission qui n'était pas la mienne et que je suis là pour recruter des antisémites. Ce type-là, pour moi, est une ordure. Et en plus, Choprade me fait un procès parce que je l'ai traité de fils de pute. Moi, je suis quelqu'un, effectivement, quand quelqu'un est un traître, un manipulateur, je le traite de fils de pute. Et c'est aussi pour ça que des gens des quartiers m'aiment bien, parce que j'emploie pas de langue de bois. Voilà. Là, évidemment, c'est peut-être pas très respectueux, finalement, pour les péripatéticiennes, qui méritent plus de respect que M. Choprade. Mais je ne vois pas pourquoi, au nom de je sais pas trop quoi, la carrière ou la bienséance, cette espèce de cirque politique où tout le monde doit avoir une cravate et dire des choses très violentes avec des mots doux, parce que c'est un peu ce que fait aujourd'hui un Zemmour, hein. Il appelle à la guerre civile, mais sans jamais dire un gros mot, vous voyez. Moi, je suis désolé, je suis un homme normal, et je trouve que la trahison engendre la colère, le désir de châtiment, et c'est aussi pour ça que des gens m'aiment bien, parce qu'il y a des gens qui trouvent choquant mon style, entre guillemets, mais moi, je suis comme ça, et je veux pas changer, justement. Je vais encore être condamné par Choprade pour l'avoir traité de fils de pute, parce que de toute façon, je gagne jamais un procès, et on peut comprendre pourquoi, car il n'y a pas de justice dans ce pays. Hein. Mais quand je l'ai fait en conscience. J'ai dit, il n'y a pas d'autre mot, voilà. Hein. Je veux dire, c'est comme ça que ça s'appelle, voilà. Donc là, ensuite, vous allez consacrer écrire égalité et réconciliation, donc on y vient, puisque tout à l'heure, vous l'avez évoqué. Donc, vous êtes président de cette association. Alors l'association Égalité et Réconciliation, c'est pas le futur parti politique Réconciliation nationale, c'est deux choses différentes. Voilà, c'est celle-ci. Égalité et Réconciliation, à l'époque, elle était au service du Front National. Non. Au départ, je l'ai fondée, on était 3 personnes, effectivement, 2 personnes proches du Front National, mais qui ne sont d'ailleurs pas membres du Front National, et c'était effectivement pour essayer de faire évoluer le Front National sur la ligne sociale et sur la relation aux Français d'origine immigrée. Absolument. Donc j'avais un but. Comme j'ai échoué dans ce but, pas sur la question
sociale, mais sur la question, je dirais, religieuse. J'ai quitté le Front National et je l'ai expliqué dans un texte qui s'appelait Marine m'a tué à l'époque. Donc je veux dire que c'est facilement vérifiable quand on cherche. Et après, Égalité Réconciliation a roulé pour lui-même avec une analyse effectivement indépendante qui tantôt validait le Front National sur ses positions par rapport à l'Europe, par rapport à l'économie et au social, et tantôt critiquait les autres, mais aussi le Front National, sur la question effectivement religieuse et même sur la question du mariage pour tous. Nous, on était engagés dans le combat contre le mariage pour tous. Le Front National ne s'est pas engagé dans ce combat. Aujourd'hui, d'ailleurs, il le rejoint un peu. Voilà, donc on était dans un mouvement, une association de commentaires, qu'on appelle de réinformation, d'information et de commentaires. Aujourd'hui, on fait un pas de plus avec Dieudonné pour rentrer dans la politique pure, parce que la gravité vous voulez réconcilier qui? Vous voulez réconcilier qui, mais avec quoi? C'est quoi votre démarche dans la réconciliation aujourd'hui? On oublie le Front National. Hein. Aujourd'hui, égalité, c'est quand même deux termes importants, parce que quand on se penche un peu sur la charte qui est publiée sur le site, c'est rassembler, ou c'est le rassemblement de la gauche du travail et de la droite des valeurs. C'est quoi ça? Eh ben, la gauche du travail, c'est les gens qui travaillent, c'est-à-dire parce qu'il y a la gauche bobo, qui est la gauche pour le mariage pour tous, pour que les transsexuels soient remboursés pour leurs opérations. Vous voyez, la gauche qu'on appelle bobo, qui se soucie beaucoup des intérêts de la défense des droits des homosexuels, des droits des féministes, etc. Donc c'est pas la nôtre, nous c'est la gauche du travail, c'est défendre le peuple du travail contre ses oppresseurs. Et puis la droite des valeurs, eh ben c'est quelque chose que vous pouvez trouver en lisant le Coran, par exemple, vous pouvez trouver en lisant les évangiles, que vous pouvez trouver en fait dans les religions, c'est-à-dire respect de la morale, respect des valeurs, respect de la vérité, respect des anciens, respect de la parole donnée. Voilà, ça rejoint par exemple comment dirais-je, la devise de Bayard, qui était un grand chrétien de l'Ancien Régime, qui se disait français sans peur et chrétien sans reproche. Voilà. Donc moi, c'est la morale religieuse. C'est ce qu'on trouve dans toutes les religions. Oui, c'est la vraie. Il y en a qu'une de morale, c'est celle-là. C'est pas par contre la morale décadente qui consiste à trouver tout relatif et à trouver que la liberté individuelle et le désir individuel permet tout, et qui dit aujourd'hui que finalement l'inceste dans les familles devrait être laissé à la libre appréciation des participants, et que si par exemple comment dirais-je, la fille est consentante, on voit pas pourquoi son père ne pourrait pas la demander en mariage. Vous voyez, nous on est quand même sur ce qu'on appelle la loi naturelle, des invariants anthropologiques, l'interdit de l'inceste, et on croit que ces choses-là, il est satanique d'y toucher et que c'est dangereux, et c'est le mot satanique. Et on voit aujourd'hui que notamment le pouvoir socialiste, plutôt que de combattre les inégalités sociales qui devraient être son travail, fait beaucoup de travail dans l'ombre pour banaliser la pédophilie, au nom de la sexualisation des enfants, pour trouver que c'est tout à fait génial qu'un travesti barbu gagne l'Eurovision et aille chanter au Parlement européen, vous voyez. Eh ben, moi, je m'appuie sur la morale, on va dire, traditionnelle, et que j'appelle même universelle et éternelle, pour trouver ça dangereux. Mais et pourtant, vous vous définissez comme judéophobe. Vous parlez de morale religieuse, et il n'y en a qu'une seule dans la religion. Dans toutes les religions, on trouve cette morale. Mais oui, ben là, c'est parce qu'il faut être un peu plus versé dans la théologie. Quand je dis que je suis judéophobe, je critique une déviance du judaïsme qui s'appelle la déviance talmudo-sioniste. Et je vous signale que quand je mais suis c'en est une religion. C'est une religion. Non, mais la religion, c'est compliqué. Il y a la Torah, puis il y a le Talmud, vous voyez. Alors, dans la Torah, il y a une dimension universaliste et pré-chrétienne qu'on appelle le judaïsme des prophètes. Et puis, il y a une dimension tribale et guerrière et suprémaciste, qui est la lecture que font aujourd'hui les sionistes et aussi, je dirais, la communauté juive organisée à travers le CRIF, qui est sioniste. Donc effectivement, je combats une certaine compréhension du judaïsme au nom d'une autre compréhension du judaïsme. Exactement comme aujourd'hui, des gens combattent une certaine lecture de l'islam au nom d'une autre lecture de l'islam. Aujourd'hui, moi, si j'ai une fraternité avec les musulmans, je combats par contre ce que j'appelle une déviance takfirite de l'islam, qui sert aujourd'hui effectivement à justifier, comment dirais-je, un islam radical qu'on a vu en Libye, qu'on voit aujourd'hui en Irak. Eh ben, c'est pareil. Et dans le christianisme, je défends le catholicisme paulinien, et je m'oppose à une trahison qui est la trahison de Vatican II. Je m'oppose aussi à une certaine trahison qui est la trahison que j'appellerais protestante et puritaine, qui est la déviance anglo-saxonne du christianisme, et qui donne aujourd'hui d'ailleurs ce qu'on appelle les chrétiens sionistes et la mouvance, je dirais, américano-sioniste des judéo-chrétiens dominants. Vous voyez, moi je suis un catholique en fraternité
avec les musulmans, voilà, sur des valeurs communes que je trouve dans les textes sacrés et les évangiles, le Coran, certains hadiths, et aussi en fraternité avec certains juifs qui sont des juifs antisionistes et qui sont sur une lecture, traditionnaliste de la Torah, qui, je vous le rappelle, considère comme hérétique le retour en Terre Sainte avant le retour du Messie. Voilà. Après, il faut être versé en théologie. Moi, il se trouve que contrairement à Zemmour, par exemple, et contrairement aux tribunaux qui essayent de me faire condamner aujourd'hui et qui n'ont aucune culture théologique, je me suis intéressé profondément aux trois monothéismes et aux trois monothéismes révélés, aux trois religions abrahamiques qui constituent le mode méditerranéen et le mode post-méditerranéen, et j'essaie d'en comprendre la complexité, les oppositions internes, les manipulations, etc., etc. Donc effectivement, c'est une question complexe. Et aujourd'hui, je prétends effectivement, mais par provocation, que je ne suis pas antisémite, c'est clair. D'abord parce que je suis pro-palestinien et en fraternité avec le monde arabo-musulman. Mais par contre, effectivement, je suis judéo-critique, c'est ce que je viens de dire. Et même, on peut me considérer comme judéophobe, puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui se réclament ouvertement islamophobes. Je suis judéophobe et antisioniste, ce qui ne fait pas de moi un antisémite. Et ma judéophobie se comprend par mon antisionisme, parce que le sionisme aujourd'hui n'existe qu'à travers une interprétation littérale, raciale et guerrière de la Torah. Voilà. Et ça demande effectivement une culture profonde, et c'est pour ça qu'on veut me faire taire aujourd'hui, parce que quand je vous dis tout ça calmement, si je pouvais le dire comme je le dis à vous à la télévision, tout le monde me donnerait raison. On dirait, finalement, Soral est quelqu'un de sage, de calme et de cultivé. Or, on m'empêche de dire ça, parce que c'est la vérité. Vous voyez que la vérité est gênante pour beaucoup, et notamment pour le pouvoir qui nous oppresse. Et donc, quand vous le signalez dans la charte, égalité, réconciliation, vous parlez aussi de la liberté d'expression contre la pensée unique. Ça, on le sait, Alain Soral, il est contre la pensée unique. C'est pour ça que vous y allez, tel un boxeur. Je disais tout à l'heure, vous donnez des coups, vous en recevez, vous assumez. Et j'en reçois surtout, parce que les coups que je donne sont des coups, comment dirais-je, que je fais avec mon verbe. Alors que moi, je reçois des coups qui sont des agressions physiques, des graves condamnations à des amendes que je ne peux pas payer, qui correspondent à des de somme importante, sans rapport avec ce que je gagne. C'est ça qui est scandaleux. Normalement, les condamnations doivent être proportionnelles à vos gains, et on vous demande votre feuille d'impôt. Là, on me demande des sommes vertigineuses, puisque je vous dis, si j'additionne toutes les condamnations qu'on me promet, ça monte à 460 000 €, et je n'ai absolument pas les moyens d'y faire face. Et ça, c'est pour me faire quitter le pays. Vous voyez, c'est une stratégie pour faire quitter le pays, parce que les agressions physiques n'ont pas suffi, parce que la diabolisation n'a pas suffi. Donc aujourd'hui, on essaye de me faire crouler sous les dettes à tel point que je serai obligé de me sauver et même de quitter l'Europe. Voilà, donc c'est une stratégie. Je pense que vous n'allez pas vous sauver, j'en suis convaincu. Donc selon vous, il n'y a pas de liberté. Vous considérez qu'il n'y a pas une liberté d'expression? Il n'y a en France aucune liberté d'expression. Voilà, il y a une pensée unique. Et c'est quoi la pensée? En deux mots, c'est quoi? Définissez-moi la pensée unique ici en France aujourd'hui. On sait ce que c'est la pensée unique. La pensée unique, en fait, c'est au nom, soi-disant, de la liberté formelle et de l'égalité formelle, c'est d'empêcher, en fait, de s'exprimer toute pensée qui voudrait critiquer, en fait, le processus mondialiste en marche, et qui, effectivement, prétend avancer au nom de l'égalité formelle et de la liberté formelle. C'est-à-dire la liberté d'acheter des enfants au tiers-monde si on n'a pas envie de les faire soi-même, et si, par exemple, on est homosexuel, vous voyez, c'est toujours ça. Et alors, quiconque critique ce genre de démarche, effectivement, est taxé de politiquement incorrect, et de droite, ou d'extrême droite d'ailleurs, et passible des tribunaux, parce qu'aujourd'hui c'est systématiquement les tribunaux. Moi j'ai 14 procès en cours aujourd'hui, vous voyez. Donc en fait, effectivement, cette pensée unique, elle est, sur le plan économique, elle est néolibérale, sur le plan, on va dire, géostratégique, elle est mondialiste, vous voyez, et elle est surtout, en général, systématiquement pro-américaine et pro-israélienne. Vous remarquerez d'ailleurs que tout ça est lié, vous voyez, elle est dans la main de Wall Street, dans la main de l'armée américaine et dans la main du pouvoir sioniste, et le pouvoir sioniste est très puissant en France, comme le savent d'ailleurs tous les gens qui m'écoutent même en ce moment. Ils ont bien compris, notamment par l'affaire Dieudonné, ou même par tous les soucis que je rencontre, que même être français de souche aux yeux bleus ne suffisait pas. Quand on s'attaque à la puissance sioniste en France, on est traité, je dirais, comme un immigré clandestin, vous voyez, si je veux employer une métaphore, ce qui est mon cas. Très bien, donc on va essayer de voir un peu le volet. Donc là, on a cerné un peu Alain Soral, et je crois que je suis ravi de comprendre un certain nombre de choses. Et je pense pour nos auditeurs, ils ont aussi peut-être, je dirais peut-être certainement,
compris un certain nombre de choses. Et donc, pour dire que pourquoi je vous ai invité également, c'est pour avoir votre analyse sur un peu ce qui se passe à l'extérieur de la France par rapport à ces, je mets entre guillemets, ces printemps arabes. Je sais que vous vous intéressez beaucoup à la scène politique internationale aussi. Vous avez effectué aussi des déplacements, il me semble, en Syrie, hein, à l'époque, avec Thierry Besson. En Syrie, au Liban. Mais là, j'étais au Brésil il y a quelques temps. Voilà, le Brésil, c'est voilà, vous avez tenu des conférences. Mais je voulais un peu avoir votre avis. Selon vous, ces printemps arabes, c'est une explosion, c'est une révolte ou c'est une révolution ou une évolution dans les pays musulmans? Moi, je pense que c'est plusieurs choses. Il y avait des régimes sclérosés qui provoquaient, notamment dans la jeunesse, une colère qui ressemble un peu à la période qu'on a vécue avant mai 68 chez nous. Cette colère légitime de la jeunesse, sentant une oppression, un régime passéiste, etc. Et qui a été instrumentalisée pour faire sauter des régimes finalement qui n'étaient plus utiles, on va dire, à la puissance impériale, qui est beaucoup plus américaine que française aujourd'hui d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont toujours sur la question de la décolonisation. Aujourd'hui, effectivement, que ce soit en Afrique, au Maghreb et au Moyen-Orient, les Français sont devenus des tout petits joueurs. Hein. On est marginalisé systématiquement. Hein. Donc aujourd'hui, ceux qui dominent le jeu, c'est les Américains, les Israéliens, et ceux qui font contrepoids d'ailleurs seraient plutôt effectivement les Russes. Hein. Voilà. Donc c'est pour soucier. Donc ces printemps arabes, ces révolutions de jasmin, un correspondait effectivement à une lassitude et une colère légitime, un peu comme mai 68 en France, mais ont été instrumentalisés et favorisé par la puissance impériale américaine. Sinon, ça n'aurait pas pu s'effectuer. Il fallait que l'armée valide pour chasser le pouvoir en place. Et ça, c'est-à-dire que les États-Unis ont donné le feu vert. Et je pense que la meilleure analyse pour comprendre, c'est de comprendre mai 68. Mai 68, effectivement, c'est une colère de la jeunesse contre un régime un peu vieillissant et de la société classique qui était la société de De Gaulle. Mais ça a été validé par les Américains parce que De Gaulle résistait quelque part sur la question israélienne, sur la question de l'or, à l'impérialisme américain, et on s'est servi de la jeunesse pour le chasser. Et j'ai remarqué aussi, moi qui ai vu les prémices de la situation syrienne, que c'était la même chose. Au début, en Syrie, il y a réellement des mouvements populaires et sociaux liés essentiellement à la jeunesse bourgeoise qui voulait que la corruption baisse, que l'espèce de société un peu militaire syrienne s'ouvre et se modernise. Mais derrière ça, il y a eu des snipers, des manipulations, on a fait rentrer des assassins, effectivement pour détruire le régime de Assad, et le soumettre en fait au redécoupage du Moyen-Orient voulu par le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire les Américains et les Israéliens. Et en fait, très rapidement, puisque c'est un sujet que je connais bien, je connais moins bien le Maghreb au jour le jour, les jeunes qui manifestaient au début contre le pouvoir d'Assad se sont rendus compte qu'ils étaient dépassés par quelque chose de l'ordre de l'islamisme radical assassin et sanguinaire, et se sont rendus compte qu'ils avaient été manipulés et qu'il fallait même à un moment donné qu'ils soutiennent le régime d'Assad pour que le pays ne disparaisse pas, ne sombre pas dans le chaos total. Et je pense que en Tunisie, au Maroc, parce que l'Algérie c'est encore différent, il y a un peu le même constat. Il y a des jeunes qui se sont engagés dans le processus des révolutions de Jasmin parce qu'ils étaient contre en Tunisie, ça a commencé en Tunisie, en décembre. Oui, en Tunisie, au Maroc, en tout cas. Au Maroc, le régime tient pour d'autres raisons. Oui. Mais en Tunisie et en Égypte, effectivement, il y a eu des poussées d'insoumission au pouvoir qui étaient vieillissants. Hein, et puis à un moment donné, les gens qui ont déclenché ces phénomènes, qui étaient des phénomènes d'ailleurs de jeunesse et étudiantes, se sont retrouvés un peu dépassés, manipulés et sont devenus inquiets. Et aujourd'hui, il y a une grande perplexité parce que on ne sait pas trop d'ailleurs que ce soit l'Égypte ou la Tunisie. Il y a un portable là dans les parages chez vous. Hein. C'est à la régie, on le fait signe. Oui, allez-y, on vous écoute. Ouais, mais ça grésille là. Oui, ça grésille. Il y a du Larsen là, et voilà. Ok. Oui, donc ce sont effectivement, tout ça est complexe, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que on se rend compte par rapport à comment dirais-je, des marqueurs qui sont sérieux. Que, par exemple, la Tunisie qui n'avait pas plus de dette, à un moment donné, à la faveur de ces changements de régime, a réemprunté énormément de l'argent par le FMI et s'est retrouvé à nouveau surendetté par rapport à Wall Street, vous voyez. Et ça, pour moi, c'est des marqueurs. Les marqueurs d'indépendance et de révolution authentique, c'est se libérer de la dette et se libérer de la tutelle politique par l'économie, et notamment par la dette et les emprunts en dollars, vous voyez. Et c'est ça que je regarde. Quand je regarde le Maghreb, l'Égypte, la Tunisie... Vous avez regardé Maroc, la dette de la France aujourd'hui, monsieur Alain Sorel ? Elle est abyssale, oui, bien sûr. Elle est abyssale et on nous parle toute la journée de toutes les coupes sociales qu'on fait aujourd'hui. On est en train de détruire l'État-providence français de ce qu'il en restait et qui avait été
voulu par la résistance française qu'on appelle le CNR, c'est-à-dire le gaullisme et les communistes ensemble, qui avait été mis en place par De Gaulle notamment pendant la Ve République et qui a commencé à être liquidé par Mitterrand en 1983. On est en train de parachever la liquidation de ce qu'on appelle l'exception française et pour nous mettre sur le modèle de la violence sociale anglo-saxonne, c'est-à-dire de faire aujourd'hui ce qu'on a eu du mal à faire comme Margaret Thatcher, mais qui s'est fait en Angleterre depuis très longtemps. Et on le fait au nom de la dette. Il faudrait poser la question de qu'est-ce que la dette? À qui doit-on de l'argent? Pourquoi et quel est cet argent? Moi, je produis une analyse, notamment dans mes livres, dans Comprendre l'Empire, et qui est partagée par beaucoup de gens, notamment Étienne Chouard, que cette dette est un pur racket et un pur moyen de nous soumettre et de nous dominer. Et qu'en fait, on devrait procéder en France, comme d'ailleurs dans les pays du tiers-monde, à l'annulation unilatérale de la dette. Cette dette n'existe pas, c'est un racket. Vous voyez voilà. Et on justifie tout aujourd'hui la destruction de l'État-providence français et la liquidation du social en France par la dette. Et aujourd'hui, ce qui est obscène, c'est que c'est un gouvernement socialiste qui le fait, vous voyez. Oui. Mais le souci, c'est que, monsieur Alain Soral, le souci, c'est que dans ces pays arabes, c'est vrai, on peut parler de révolte, mais pas des pays arabes, d'ailleurs, je vous arrête. Pardon ? À votre tour d'être précis, ce ne sont pas des pays arabes. Les pays du Maghreb sont des pays musulmans, mais ce ne sont pas des pays arabes. Oui, mais bon, ils se définissent. Non, pas tous. Non, mais si je dis l'Iran, oui, c'est pas un pays arabe, oui, les Iraniens, c'est pas des Arabes, les Turcs, c'est pas des Arabes, mais c'est des musulmans. Non, j'arrive à faire la différence. J'arrive à faire la différence quand même. Mais comme vous me reprenez parfois et comme je me fais. Oui, non, je vous ai repris tout à l'heure sur la notion d'immigré. Je dis aujourd'hui, en 2014, il y a 3 ou 4 générations ici en France. On peut pas dire à un jeune qui est immigré. On devrait pas le dire. Mais oui, il est français. Et pourtant, il est toujours identifié. Comme tel, il est identifié comme tel. C'est pas de sa faute si son père il vient du Maroc ou de la Tunisie. Oui. C'est pas de sa faute, si, c'est peut-être de sa faute dans sa manière. Mais il est né en France. Non, mais ça suffit pas, monsieur. Oui. Si moi je suis né en Algérie et que je suis un colon dans les années 30, ça m'empêche pas d'être chassé par le SLN à partir de 58 et je pourrais dire je suis né là. Les gens que vous avez chassés d'Algérie, ils étaient tous nés en France. C'est différent. Non, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui des jeunes qui sont là depuis 3 ou 4 générations sont encore considérés comme des immigrés par le reste de la population française et par les médias de façon très perverse, c'est qu'il y a un problème qu'il faut analyser. Ça vient sans doute peut-être des autres Français, mais peut-être aussi d'eux-mêmes, par effectivement leur manière de ne pas afficher beaucoup leur appartenance à la France ou leur amour de la France dans des tas d'occasions. Vous voyez? Et ça, c'est là-dessus que Zemmour joue aujourd'hui, quand lui se prétend plus français que juif, se prétend assioniste et passionniste. Lui, le message qu'il envoie, c'est dis-moi le juif du Maghreb. Lui aussi, il s'identifie, mais bon, on aura l'occasion certainement, j'aurai l'occasion de l'avoir dans mon émission. Il se dit, il est français, d'origine juive et de religion. Il est maghrébin, non, il est français de maghrébin. Oui, il est né en Algérie, oui. Il est né en Algérie. Oui, et il est juif, il n'est pas juif issu de la péninsule, comment dirais-je, il n'est pas juif issu de Judée. C'est comme tous les juifs du Maghreb. Israélite, comme disait sa mère, voilà ce qu'il dit. Oui, non, mais c'est un maghrébin converti. C'est un maghrébin converti il y a plusieurs générations. Oui. Les 3/4 des juifs d'Algérie, comme vous le savez, maghrébins juifs, ne sont pas des séfarades, ce sont des berbères convertis à une époque, ce qui peut être 2 siècles, 3 siècles. Donc ce qui est étrange aujourd'hui, c'est que les Français, écoutant Zemmour, se disent que Zemmour est un parfait bon français, alors qu'il est maghrébin, comme beaucoup de maghrébins aujourd'hui qui sont rejetés en tant que français d'origine maghrébine et musulman. Et d'ailleurs, Zemmour met bien le doigt là-dessus en disant « Moi, j'aime la culture française, je la magnifie chaque fois que je peux. » Et les autres maghrébins de confession musulmane que je montre du doigt, eux, crachent sur la France, sa culture, sont toujours dans la repentance, vous parlent de la guerre d'Algérie en permanence alors qu'ils devraient être français et s'intéresser à l'histoire de France, c'est-à-dire finalement... comment dire, aux époques glorieuses de la France, à Marignan, 1515, etc. Et justement, il faut que les Maghrébins français ou les Français d'origine maghrébine, comme vous voulez, parce que moi je fais pas de langue de bois, se posent la question de la stratégie qu'il faut qu'ils aient aujourd'hui pour répondre à la menace qui leur est faite de se faire désigner non plus par peu de gens, c'est-à-dire non plus par la droite du Front National, mais par pratiquement tous les journalistes en cours, tous les sionistes au pouvoir et tous les admirateurs d'Éric Zemmour, comme des mauvais Français, des Français problématiques et des Français, je vous signale comme le dit Zemmour, qu'il faudra un jour chasser de France. Et aujourd'hui, on en est là. On parle de remigration, aujourd'hui. C'est le mot à la mode, remigration. Et si la réponse à ça, c'est de dire j'ai des papiers, je suis français, c'est à peu près aussi stupide politiquement qu'un juif allemand qui, écoutant Hitler en 1933, va avec ses papiers allemands et dit je suis plus allemand qu'Hitler, qui lui est autrichien. Ça ne les a pas sauvés, vous voyez, cette démarche. Donc, à un moment donné, soit on est intelligent politiquement et on comprend ce qui se passe et on adopte une stratégie intelligente,
soit on s'énerve, on est en colère et on ne veut rien comprendre, et on exhibe ses papiers, et les papiers, comme dirait l'autre, en période de trouble, ne sont pas des gilets pare-balles, et c'est une réponse intelligente. C'est une réponse intelligente, et c'est juste pour rester un peu dans le domaine de la géopolitique et de l'international. Moi, ce que je voulais, donc, votre avis, c'est comment se fait-il ça s'est explosé presque partout? Et en même temps, je veux dire, vous avez évoqué mai 68, mais là, il s'agit de plusieurs pays. Donc, c'est pas des révoltes, c'est pas des évolutions, c'est pas des révolutions. Plusieurs pays. C'est des pays qui vont disparaître. C'est pas les régimes ou les dignitaires Vous parlez de quel pays là? Je parle de la Syrie, je parle de l'Irak, je parle de la Libye, enfin tout ce qui s'est passé dernièrement, de la Tunisie. On parlait de la, non, mais c'est pas tout à fait la même chose la Tunisie que l'Irak quand même. Hein. Oui, non, mais bon, l'Irak maintenant, aujourd'hui, mais quand on regarde un peu tous ces pays arabes ou au Moyen-Orient, aujourd'hui, ont disparu de la scène politique. Hein. C'est des peuples qui se battent entre eux aujourd'hui. Oui, ils sont tous déstabilisés. Oui. Ils sont tous dans des situations de guerre civile. Donc il y a globalement une destruction accélérée de l'ancien découpage qui avait donné les nations arabes issues de la décolonisation ou issues de l'après-deuxième guerre mondiale. On voit bien que finalement, on arrive au bout du déclin du nasserisme, c'est-à-dire la fin du nationalisme arabe, puisqu'il y a eu destruction de l'Irak, il y a en ce moment tentative de destruction de la Syrie. Plus qu'une tentative. Ça n'a pas totalement réussi, tel que Assad est au pouvoir, a été réélu comme jamais aucun leader arabe n'a été élu, parce qu'il y a la protection subtile, mais quand même réelle, de la Russie poutinienne. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme travail d'acharnement, et aujourd'hui, à travers notamment ce qu'on appelle l'État islamique, un énorme travail d'acharnement pour détruire les nations arabes. Et je vous signale qu'on les détruit non pas au nom des droits de l'homme et de la démocratie, comme on le faisait dans les années 80, parce que ça c'est la nouvelle stratégie américaine qui a vu que, effectivement, détruire l'Irak au nom des droits de l'homme et de la démocratie, ça marchait pas. Aujourd'hui, ils détruisent l'Irak et les nations arabes au nom de quoi? De l'islam pur et dur. Vous voyez, la stratégie hyper perverse de l'impérialisme. C'est la réponse, finalement, à la stratégie américaine des années 80-90, qui voulait effectivement soumettre les pays, on va dire les pays arabo-musulmans à la démocratie. Aujourd'hui, c'est bien plus pervers, ils continuent à les détruire et à les soumettre, mais au nom de l'islam pur et dur, en s'appuyant sur des islamistes radicaux qu'ils ont entièrement formés, armés, et qu'ils manipulent en permanence, pour créer un chaos généralisé qui finalement ne fait que nuire au monde arabo-musulman et que tuer des musulmans, je vous le rappelle, à part 2-3 morts marginaux qu'on nous a montrés au Québec et aux États-Unis, avec des gens d'ailleurs convertis récemment, des profils très étranges qui ont beaucoup à voir, à mon avis, avec vous savez, comment dirais-je, les protocoles de manipulation, pour ceux qui s'intéressent à Internet, les opérations de manipulation où on active des marginaux, comme les services occidentaux savent très bien le faire depuis l'assassinat de Kennedy. On a toujours des profils étranges, de types qui sont convertis à l'islam depuis 1 an, qui sont des types de souches et qui d'un seul coup passent à la violence armée, vous voyez, et qui effectivement sont et au nom toujours au nom de l'islam, pour créer une peur globale de l'islam, une réaction hostile à l'islam dans les pays où les musulmans sont minoritaires. Aujourd'hui, comme par hasard, États-Unis, Canada, au moment où l'armée canadienne et états-unienne engage un peu plus son armée devant son opinion publique dans des guerres au Moyen-Orient, vous voyez. On comprend quand même que tout ça n'est pas du hasard. Vous voyez, voilà, tout à l'heure vous disiez oui. Je faisais référence aux opérations monarques pour ceux qui s'intéressent à ça. La manière dont on choisit des déséquilibrés mentaux avec des profils et qu'on les active pour des opérations violentes. Et après on les élimine physiquement et avec le retentissement médiatique, on arrive à amener les opinions publiques sur des lignes violentes qu'elles n'auraient pas admises sinon. Et aujourd'hui, tout ce processus est en train de se mettre en place. Il s'est mis en place au Canada et aux États-Unis. J'ai très peur que ça se mette en place demain. Vous voyez, en France. Ça s'est déjà fait, comme vous avez remarqué, en Algérie, le mois dernier. Quand on décapite un touriste français, on crée une colère c'est un retraité en plus chez les Français de souche. Et n'oubliez pas que la colère empêche l'intelligence et l'analyse. La colère suscite le cerveau reptilien, vous voyez, et pas le néocortex. C'est-à-dire qu'on est sur des stimuli binaires. Amour, haine, oui, non. Et ça, c'est la guerre. La guerre, c'est il y a 2 camps. On choisit ton camp, camarade. Les musulmans ou le monde libre. Vous voyez, et c'est ça, c'est à ça qu'on nous amène demain. Et moi, mon travail, c'est d'empêcher cette caricature, c'est d'empêcher cette manipulation, et il faudra qu'on s'y mette tous.
pour l'empêcher. Il ne s'agira plus de ressasser la guerre d'Algérie. Il s'agira de savoir si on veut empêcher la guerre civile ou si on va être pris dans cette guerre civile. Et il n'y a rien de plus violent, vous le savez, que les guerres civiles. Hein, parce que les guerres civiles se passent chez nous, hein, pas ailleurs. Hein. Les Américains, eux, ils font de la guerre en permanence comme Bernard-Henri Lévy chez les autres. Chez les autres. En Irak, ça leur coûte rien parce qu'ils ont des appartements partout, ils sont milliardaires. Mais quand il y aura la guerre civile en France entre musulmans et soi-disant français de souche, ça va péter dans tous les sens, ça va pas être beau, vous voyez. Et moi, je pense que quelqu'un qui travaille à ça, est soit quelqu'un qui travaille pour une puissance étrangère, soit un inconscient, en général un jeune en colère qui manque d'intelligence et qui ferait bien d'écouter ses aînés et de lire sa religion correctement, ou vous voyez, ou un manipulateur. Et moi, je suis très inquiet aujourd'hui, je vous le dis, du succès d'un Éric Zemmour qui partage 90% de mes analyses au niveau de l'analyse globale de ce qui s'est passé depuis 30 ans, mais qui, au lieu de désigner Wall Street et les sionistes comme responsables, montre du doigt les musulmans, qui, à mon avis, sont des victimes de cette manipulation globale, même dans leurs plus grandes bêtises parfois. Vous voyez, je pense même que les jeunes ultra-marginaux qui s'engagent pour le djihad, ce qui est d'ailleurs ultra-marginal, on nous montre une jeune fille de 14 ans qui a piqué la carte bleue de sa maman et qui a disparu 4 jours. Et on essaie de nous faire peur avec ça, et on voit qu'elle a été mise en garde à vue, et en plus qu'on l'a mise en garde à vue parce que je crois pour vol ou je sais pas quoi, alors qu'elle a fait que prendre la carte bleue de sa mère. On voit très bien que c'est délirant par rapport au fait qu'il y a des centaines et voire des milliers de binationaux franco-israéliens qui font leur armée en Israël et qui, en tant que soldats israéliens, ont du sang sur les mains par rapport à la dernière opération de pacification de Gaza, vous voyez. Et ça, si les gens qui m'écoutent en ce moment ne comprennent pas le contexte dans lequel on est et les dangers qui vous menacent d'une certaine manière encore bien plus que moi je suis menacé parce que je montre ces dangers. Je ne suis même pas menacé directement. Je suis menacé parce que je n'admets pas de laisser mon pays manipuler comme ça et finalement de servir les intérêts israéliens et américains au prix même de sa destruction et de son déshonneur. C'est ça mon combat. Alors, je pense que beaucoup de gens le comprennent aujourd'hui. Et c'est parce que beaucoup de gens le comprennent que je rencontre tous mes ennuis. Hein. Absolument. Mais restons à la dernière question par rapport à... Tout à l'heure, on disait que la Syrie n'est pas la Tunisie, hein, et Poutine qui affiche sa nouvelle puissance, la nouvelle puissance de la Russie. Alors selon vous, c'est une question de parité stratégique avec les États-Unis, ou bien parce que les Russes se sont sentis piégés, rappelez-vous, hein, par rapport à la résolution de l'ONU sur l'utilisation de la force en Libye. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord à cette époque-là, rappelez-vous. Ça va plus loin que ça. Oui. N'oubliez pas le précédent russe. Au moment de l'effondrement total de la Russie, après Gorbatchev et Eltsine, Poutine qui a pris le pouvoir de façon discrète et subtile et qui finalement a essayé de réinstaurer, de remettre au sommet de l'État russe l'intérêt de la Russie supérieure, enfin l'intérêt supérieur de la Russie et du peuple russe. C'est-à-dire qu'il nous faudrait aujourd'hui un Poutine français pour sauver la France. N'oubliez pas ce qui s'est passé immédiatement et ce qu'il a dû gérer, la guerre de Tchétchénie. Et n'oubliez pas qu'il y a... la Russie est un pays multiethnique et multiconfessionnel avec des millions de musulmans. Et qu'il y a une gestion de Poutine aujourd'hui qui a fait, je vous signale, souhaiter fêter l'Aïd pour la minorité musulmane de Russie. Il y a des ministres musulmans en Russie. Poutine a géré, comme la France, mais il le fait bien, a géré de façon pacifique et harmonieuse une citoyenneté multiple en Russie avec une minorité importante musulmane en Russie. Et je pense que Poutine est le parfait exemple de la manière de gérer la situation pour ne pas effectivement que un pays, par des manipulations étrangères, notamment américano-sionistes, tombe dans la guerre civile. Vous savez très bien aujourd'hui que les Américains et les sionistes essayent de manipuler, que ce soit en Chine, en Russie et partout ailleurs, les minorités musulmanes pour en faire des forces de déstabilisation. Vous le savez très bien. Et Poutine, en fait, a répondu effectivement à la question libyenne, mais aussi il essaye effectivement de voir que si demain il laisse s'embraser le monde, le Moyen-Orient musulman, sur une ligne d'islamisme radical, cet embrasement le touchera aussi directement en Russie. Vous le savez très bien. Hein, et vous savez d'ailleurs que c'est arrivé avec l'attentat dans le théâtre ou à l'opéra là qu'il y avait eu en Russie il y a quelques années. Donc en fait, je pense que Poutine, c'est le bon exemple d'un chef d'État qui n'est pas une couille molle, hein, je veux dire autoritaire, mais qui essaye de défendre les intérêts de son pays et de son peuple dans un contexte de tensions internationales très fort. Et ces tensions internationales très fortes sont liées à la faillite économique du modèle bancaire américain. En réalité, les Américains, le dollar est en faillite parce que la finance américaine a fait n'importe quoi. Et en fait, les Américains sont dans une fuite en avant guerrière et essayent finalement de répondre à leurs contradictions économiques et à leur faillite économique par de la violence militaire. Et cette situation américaine est exactement la même que la situation israélienne. L'État israélien est un État invivable et totalement illégitime, et face à des contradictions
insoluble, et il y répond systématiquement par la violence et la déclaration de guerre à un ennemi extérieur et un ennemi symbolique fantasmé, qui est le musulman et les pays arabes qui l'entourent. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre la situation actuelle à travers la question de la domination et de la violence américano-sioniste, à travers la soumission totale de l'État français, du politique français et des médias français à la domination sioniste. La question sioniste est une question française, c'est pas seulement la question des Palestiniens. Et de comprendre que la déstabilisation du monde, et notamment l'instrumentalisation d'un certain islam, et la déstabilisation du monde à travers cette manipulation de l'islam, est finalement une réponse perverse à une question qui est beaucoup plus fondamentale, qui est la question de Wall Street et d'Israël. Et je pense que le rôle objectif d'un Zemmour et la manière dont les médias, tout en l'attaquant, le mettent en avant systématiquement, et même l'attaque pour le rendre populaire, et participe de ces stratégies de dissimulation. La manipulation de l'islam n'est là que pour cacher que le problème du monde et du mondialisme aujourd'hui, c'est la finance de Wall Street et c'est l'Israël de Netanyahou. Voilà. Et c'est mon analyse. Elle est partagée par beaucoup de gens qui s'intéressent et qui se cultivent. Et c'est parce que cette analyse est pertinente et qu'elle est dangereuse pour le pouvoir que je suis moi-même en danger, diabolisé, et qu'on ment sur moi et qu'on essaye de me déstabiliser par tous les moyens. Voilà. Monsieur Alain Soral, merci de cette pertinence justement dans ces analyses. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je pense que vous nous avez aussi éclairé par votre manière de penser et par vos idées. Et je rappelle que votre site il est accessible, c'est Réconciliation. Égalité Réconciliation, qui est un site de réinformation et voilà. C'est une agence de presse. Et effectivement notre petite maison d'édition Contre-Culture, oui. qui édite des livres de tout genre, et notamment nous sommes l'éditeur en France de Cheikh Imran Hossein, qui est très intéressant parce qu'il fait de la prospective géopolitique à travers l'étude des hadiths islamiques. Et nous éditons aussi, par exemple aujourd'hui, le livre de Gaston Viette sur la civilisation musulmane. C'est-à-dire que nous éditons des tas de livres pour aider les gens à se cultiver et comprendre les mensonges de la domination contemporaine, qui sont effectivement les mensonges de la démocratie de marché, les mensonges des droits de l'homme, la diabolisation de l'islam, le mensonge sur l'antisémitisme, les mensonges aussi sur la diabolisation de la France par tous les moyens. On essaie de faire le travail que le système ne fait plus, c'est-à-dire d'offrir aux gens, comment dirais-je, une information complexe et subtile pour qu'ils puissent avoir une pensée de bon niveau et pas une pensée caricaturale qui débouche toujours sur la violence. C'est ça à quoi il faut échapper, et c'est ce à quoi j'essaie d'échapper moi-même. Je pense que quand on m'écoute réellement, mais ma pensée est une pensée, je dirais, qui n'est pas une pensée qui pousse à la violence. C'est une pensée complexe, qui essaie de dire les choses telles qu'elles sont, mais qui ne va jamais à des conclusions simplifiées. Voilà, je n'appelle jamais à la violence, je ne confonds pas les uns et les autres, et c'est pour ça que le site s'appelle Égalité et Réconciliation, et que le parti politique qu'on essaye de... Égalité et Réconciliation aussi se présente comme un club de réflexion politique. Oui, c'est un club de réflexion. Oui, bien sûr. Oui. Et on promeut beaucoup de gens d'ailleurs. Vous voyez, on fait beaucoup d'interviews de gens qui nous montrent... Vous donnez la parole un peu à tout le monde. Qui montrent un autre éclairage, qui rentrent de pays et qui nous montrent qu'on nous a pas montré, notamment en politique étrangère. On essaie de faire ce que les médias ne font plus. Et parce qu'effectivement, je pense que les médias aujourd'hui sont totalement corrompus, et d'ailleurs, ils ne vendent plus rien. Et ce que fait Dieudonné par le rire aujourd'hui, nous on le fait par l'édition, la réinformation. Et je pense que d'ailleurs tout ça est complémentaire. Et je tenais à vous remercier de m'avoir permis de répondre longuement, parce que moi c'est souvent comme ça que je vois si les médias sont honnêtes ou pas. C'est s'ils me coupent la parole pour m'empêcher de répondre. Mais moi je coupe la parole, c'est mon métier aussi. Non, mais vous m'avez très peu coupé la parole. Donc je vous en remercie, parce que j'ai pu au moins m'exprimer. Après les gens pensent ce qu'ils veulent, mais en fonction de ce que j'ai dit. Vous voyez. Et je dis aux gens... Juste une dernière minute avant de nous quitter. Et Contre-Culture, il faut l'expliquer aussi. Contre-Culture, c'est une structure où c'est... une maison d'édition qui fonctionne par Internet. On réédite des livres qui, à mon avis, permettent un éclairage plus complexe et plus fin de la réalité contemporaine. Et on fait, je pense, un travail d'émancipation. C'est-à-dire, on aide les gens à se cultiver. Parce qu'aujourd'hui, les médias ne poussent pas les gens à se cultiver. Ils poussent les gens à obéir et à se soumettre, vous voyez, et à adhérer à des caricatures. Que ce soit la caricature de l'islam, la caricature de la France,
Vous voyez, la caricature de... Tout est caricature aujourd'hui. Hein. Et nous, je voulais aborder d'autres sujets, mais bon, je pense aussi, je suis limité par le temps parce que j'ai une autre interview, mais je pense qu'on aura l'occasion une autre fois pour essayer d'aborder. Voilà, je voulais, parce que je sais que vous maîtrisez un petit peu les religions et l'islam, je voulais savoir à peu près, ou peut-être rapidement, est-ce que selon vous, puisque vous l'avez rappelé que vous avez étudié les 3 religions monothéistes, et puisque vous parlez beaucoup de politique, est-ce que, selon vous, l'islamisme, enfin l'islam, peut, comment dirais-je, est compatible avec ce qu'on appelle la démocratie, mais vous-même vous rejetez cette démocratie aujourd'hui, telle qu'elle se pratique, hein, pas le sens de la démocratie, mais telle qu'elle se pratique ici en France. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est la dérive de ce qu'on appelle la démocratie, qui est la démocratie de marché et d'opinion, qui est en fait devenue la dictature de l'argent au nom des droits de l'homme et le droit des minorités contre le droit de la majorité. Aujourd'hui, la question, ce n'est pas les religions, c'est la démocratie. Ce qui nous met en danger aujourd'hui, c'est le mensonge démocratique. Et justement, les gens aujourd'hui se tournent vers les religions parce que inconsciemment, même s'ils n'arrivent pas à analyser, ils ont pris conscience inconsciemment, je dirais, du mensonge démocratique. C'est-à-dire du mensonge démocratique par rapport à ses propres promesses. Vous voyez, la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est une trahison totale des promesses démocratiques. Et aujourd'hui, les gens prenant conscience de ça ont tendance à se tourner vers des valeurs sociales et vers des organisations sociales qui leur semblent moins pires ou plus rassurantes et qui sont en général des organisations sociales fondées sur les religions. N'oubliez pas que l'ancien régime en France qui a précédé les droits de l'homme et la démocratie, c'était la monarchie théocratique qui s'appuyait sur le pouvoir du roi, mais le roi soumis à la religion catholique, vous voyez, et aux valeurs chrétiennes, vous voyez. Donc je pense aujourd'hui que le problème n'est pas du tout les religions, le problème c'est le mensonge démocratique. Et souvent d'ailleurs, on peut répondre au mensonge démocratique en allant chercher, retrouver la loi naturelle dans les religions, vous voyez. Nos religions à nous sont la religion chrétienne, la religion musulmane et la religion juive, effectivement, qui ont un tronc commun, hein, qui sont effectivement, mais qui ont été détournés et manipulés. Et ça, c'est une autre analyse. Aussi bien la religion juive a été détournée, aussi bien la religion chrétienne a été détournée, aussi bien la religion musulmane a été détournée. Hein. Et vous savez très bien que le problème des religions, c'est la trahison des religions, la trahison historique des religions par les églises et par les hommes. Vous voyez, c'est pour ça que régulièrement, Dieu envoie un prophète pour renouveler, je dirais, la vérité prophétique. C'est pour ça. Normalement, il n'y en a plus. Hein. Le dernier prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Messie doit revenir. Je vous signale que le Messie doit revenir au moment de la parousie. Il faudra bien que quelqu'un vienne vaincre le Dajjal qui est déjà sur terre. Donc je vous rappelle à votre propre religion. Oui. Issa doit revenir. Et Issa, je vous signale que ça sera le dernier prophète, puisque ça sera le prophète Issa qui reviendra sur terre pour vaincre le Dajjal. Vous voyez. Donc ce combat est toujours en cours. Et toujours la question, c'est la question de la trahison, de la lente trahison par l'histoire et par les hommes, d'une vérité qui, elle, était pure. Et c'est pour ça que Dieu, régulièrement, envoie un messager sur terre pour renouveler, je dirais, l'alliance, la vérité et la promesse. Et si le dernier, historiquement, a été Mohammed, c'est vrai. C'est pas historiquement, c'est tel qu'il est défini c'est l'islam qui le définit, la religion musulmane qui le définit. Voilà, c'est le sceau des prophètes. C'est le sceau des prophètes. Oui, mais demain va arriver celui aussi qui va être envoyé comme l'ultime messager pour combattre le messager, lui, du diable, le Dajjal. Et nous sommes à la veille du combat de demain. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, la question, c'est pas la guerre d'Algérie, c'est la guerre civile qu'on essaie d'importer en France. Et le combat de demain, c'est pas une question théologique de savoir qui détient la vérité des descendants du prophète, qui sont et quel hadith on doit opposer aux autres. Est-ce que c'est les sunnites contre les chiites, les takfiriques contre les soufis, etc. La question, c'est demain, qu'est-ce qu'il y a dans les hadiths et qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs dans l'Apocalypse de Jean? Quels sont les bons chrétiens qui doivent s'unir avec les bons musulmans pour lutter contre les faux musulmans et les faux chrétiens qui vont, eux, être les armées du Dajjal. Et c'est cette guerre-là qui arrive demain. Et je pense que quiconque a une âme pure et écoute son cœur, c'est exactement qui va se retrouver en face de qui. Vous voyez? Et pour ceux qui ne l'ont pas compris, je dis, lisez Jérusalem dans le Coran de Sheikh Imran Hossein et lisez le livre qu'on va sortir bientôt de Sheikh Imran Hossein, Gog et Magog. Vous voyez? Je pense que ça peut aider, voilà. Très bien. Et d'ailleurs, je vous préviens que même en tant que musulmans, nous rééditons demain les évangiles, c'est-à-dire les 4 textes du canon chrétien, les évangiles, pour que même les musulmans lisent dans les évangiles que ce sont les mêmes valeurs, le même combat, le même ennemi qui est montré du doigt. Dans les évangiles. Les évangiles qui sont les 4 apôtres qui ont témoigné de la vie et de la passion du Christ. Il faut aujourd'hui qu'on retourne aux évangiles chez nous, vous voyez. Et je pense qu'il est très utile que les chrétiens lisent
l'islam et les hadiths du canon respectable et respecté, mais il est très utile aussi que les musulmans redécouvrent les chrétiens, non pas à travers le puritanisme, les évangélistes et toutes ces religions perverties, chrétiennes perverties selon moi, et sionisées, mais redécouvrent le vrai canon, le vrai fondement de la religion chrétienne, qui comme chez vous et le Coran chez nous sont les 4 évangiles, et pour ça nous allons rééditer les évangiles dans une version qui n'est pas une version post-vaticandaire, avant Vatican II, pour que aussi c'est utile, les gens d'autres religions abrahamiques révélées redécouvrent ce que c'est que le vrai christianisme. Et ils y redécouvriront des frères de combat et des frères de valeur. C'est important. Voilà. Très bien. En tout cas, merci encore une fois. Merci beaucoup Alain Sorel. Merci d'avoir accepté cette émission. J'espère, vous et moi, donc on a fait l'essentiel. On a essayé aussi de clarifier et d'expliciter. On a fait un bon travail. Là. Voilà. Merci beaucoup à vous et peut-être, j'espère, dans un autre débat, Inch'Allah, je dirais. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.